On dit que la pire douleur, c'est d'être trahi par un mensonge. Mais j'ai découvert pire, être menti avec un naturel désarmant, par la femme qui partage ton lit, tes repas, ta vie, tout en te regardant droit dans les yeux. Claire, ma femme, m'avait dit qu'elle avait encore un service de nuit à la clinique. Je l'ai embrassée sur la joue comme d'habitude. Je lui ai dit de faire attention sur la route. Plus tard, j'ai appris qu'elle n'était pas du tout à l'hôpital. Elle était pendue au cou d'un type dans une soirée privée, avec le sourire de celle qui vient de gagner au loto. Ce moment-là a fissuré quelque chose en moi. Pas seulement la confiance. Pas seulement le mariage. Tout le concept de ce qu'on était ensemble. C'était ma femme. Ma femme légitime. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. J'ai fait un plan. Un plan sans hurlement, sans scandale, sans scène sur le parking d'un Leclerc. Non. Je voulais quelque chose de plus discret. De plus tranchant. Quelque chose qui colle à la peau. Un matin, elle est rentrée à la maison et elle a compris que j'étais parti. Pas de dispute. Pas d'au revoir. Juste disparu sans laisser d'adresse. Il n'y avait qu'une seule chose que j'avais laissée sur la table de la cuisine. Et ça. C'était seulement le début de ma vengeance. Le genre de vengeance qui ne laisse pas de bleu sur la peau, mais qui démonte le confort, la sécurité, l'image qu'on a de soi. Le genre qui te fait regretter que ça n'ait pas été des coups. Mais avant d'arriver à la fin. Reculons un peu. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. C'était un samedi soir, le genre où il ne doit rien se passer. Je n'avais même pas prévu de sortir. Juste une de ces soirées où tu en as marre des quatre murs et où tu as besoin d'un peu de bruit de fond, d'une bière fraîche, d'une assiette de frites et de quelques éclats de rire. Alors je suis descendu au bistrot des Tilleuls, j'y allais de temps en temps depuis des années. Un petit troquet sans prétention. Un de ces vieux bars de quartier où le parquet grince et où les habitués te font un petit signe de tête sans jamais te demander ton prénom. Cédric était derrière le zinc ce soir-là. Le même Cédric que je connais depuis le lycée, l'époque où on était trop con pour comprendre les filles et trop sûr de tout savoir sur la vie. Lui est devenu patron de bar, moi je suis devenu chauffagiste. On avait tous les deux des factures, des lombaires en vrac et une amitié qui n'a pas besoin de grands discours. Je me suis installé à ma place habituelle au troisième tabouret en partant du mur et Cédric m'a tiré une pression avant même que je commande. C'est son genre de gars. On a commencé à parler de tout et de rien, la météo pourrie, le Clermont qui galère encore, une histoire qu'il avait vue sur un gars qui s'était fait choper en train de piquer du câble cuivre sur un chantier à Riom. On rigolait, tranquille, comme d'habitude. Et puis il l'a lâché. Tout naturellement. Comme si c'était rien. Putain, la semaine dernière c'était quelque chose, dit Cédric en essuyant un demi avec un torchon qui sent toujours un peu l'eau de Javel. J'ai bossé une soirée privée à Chamalières, dans une baraque de Bourges. Traiteur, voiturier, champagne qui coule, le grand jeu. Je hoche la tête, je bois une gorgée. Et tiens-toi bien, il rigole, je jurerais avoir vu ta femme là-bas. Claire, c'est ça? Elle était canonne, robe noire moulante, cheveux relevés, talons hauts, avec un mec un peu plus vieux, tempes grisonnantes, costard qui coûte plus cher que ma bagnole. Elle riait comme une gamine à son bal de promo. Mon sourire est resté vissé, mais mon estomac s'est retourné comme une chaussette. Je suis le genre de mec qui garde son calme. On ne s'emballe pas. On ne montre pas ses cartes. Alors j'ai rigolé aussi, pour faire genre. T'es sûr que c'était clair? J'ai demandé, l'air amusé. Cédric a plissé les yeux une seconde. Ouais, je crois. Il faisait sombre, j'ai pas voulu mater comme un con. Mais la coupe de cheveux, la démarche, j'étais persuadé que vous étiez venus ensemble, mais je t'ai pas vu. J'ai tapoté le zinc avec mes phalanges et j'ai souri. Bizarre. Elle était de nuit à la clinique. Sûrement quelqu'un d'autre. Il a hoché la tête et on est passé à autre chose. Mais moi, non. Le trajet du retour a été différent. J'avais bu que 2 pintes, mais j'avais l'impression d'être dans le brouillard. Je repassais ces mots en boucle, robe noire moulante, riais comme au bal, avec un mec. Chaque mot me rappelait la poitrine. Claire m'avait dit qu'elle faisait un double ce samedi-là. On s'était à peine parlé de la journée. Elle était rentrée vers 2h30 du mat, avait dit qu'ils étaient en sous-effectif. Je l'avais cru. Comme toujours. Elle m'avait même embrassé le front quand j'étais à moitié endormi,
avait dit qu'elle était crevée et était partie prendre sa douche. Je m'étais dit que j'avais de la chance d'avoir une femme qui bossait aussi dur. Maintenant, je n'arrêtais pas de penser à cette robe. On l'avait achetée ensemble il y a quelques mois où elle avait dit, trop classe pour la mettre n'importe où. Le genre de robe qui fait tourner les têtes. Et elle l'avait mise pour une soirée dont j'ignorais tout? Avec un autre? Je ne voulais pas y croire. Au début je n'y croyais pas. Peut-être que Cédric s'était trompé. Peut-être une cousine. Peut-être une fille qui lui ressemblait. Mais au fond, quelque chose avait bougé. Comme quand tu entends un bruit bizarre la nuit dans la maison, tu te dis que c'est rien, mais tu te lèves quand même pour vérifier. Le lendemain matin, Claire était toute souriante. Elle a fait le café, m'a raconté à quel point son service avait été dur, un patient qui n'arrêtait pas de râler. J'ai hoché la tête. J'ai souri. Je l'ai embrassé sur la joue. J'ai joué le mari confiant. Mais je ne pouvais plus effacer ce que Cédric avait dit. Ni l'image qui revenait sans cesse, elle qui rit avec un autre, robe qui colle parfaitement, verre de vin à la main comme dans un film dont je regardais seulement la bande-annonce. Le reste du week-end, j'ai fait semblant. Tonte de la pelouse. Barbecue. On a même regardé un thriller sur Canal+, un de ceux qu'elle aime, avec des retournements et des trahisons. Ironique, avec le recul. Elle s'est blottie contre moi sur le canapé, comme d'habitude, comme si rien n'avait changé. Mais pour moi, tout avait changé. Cette nuit-là je n'ai pas dormi. J'étais allongé, les yeux rivés au ventilateur du plafond qui tournait dans le noir, mes pensées tournaient avec lui. Les questions s'infiltraient comme des fourmis par une fissure, et si Cédric avait raison? Et si c'était elle? C'était qui ce mec? Pourquoi elle me mentirait? C'était comme une micro-fissure dans les fondations de ma vie. Presque invisible. Mais je savais qu'il suffirait d'appuyer un tout petit peu pour que tout s'ouvre en grand. Et je commençais à avoir envie d'appuyer. Le lendemain j'ai appelé Cédric. Il a décroché tout de suite, comme s'il s'y attendait. Salut, j'ai dit doucement. T'as encore des soirées comme ça de prévues? Silence. Puis un petit, ouais, samedi prochain. Même maison, même clientèle. Tu bosses dessus? Ouais. Pourquoi? Si tu la revois, tu pourrais me prendre 2-3 photos discrètes? T'es sérieux là? Je te demanderai pas sinon. Cédric n'a rien dit pendant 2 secondes. Puis j'ai entendu son souffle. Ok, il a lâché. Je garde l'œil ouvert. Dis rien si elle te calcule. T'inquiète. Il y a du monde, elle m'a même pas vu la dernière fois. Merci mec. J'ai raccroché. Je suis resté planté là, à regarder le lampadaire qui grésillait au coin de la rue, à écouter les grillons et les bagnoles au loin. J'avais un vide dans la poitrine, comme si une partie de moi s'était barrée sans que je m'en rende compte avant cet instant. Plus tard j'ai commandé un traceur GPS sur Amazon. Petit, magnétique, discret. Autonomie plusieurs semaines. Il est arrivé 2 jours après, dans un carton marron que j'ai récupéré sur le perron avant que Claire rentre. Je l'ai ouvert dans le garage, loin de la caméra qu'elle avait voulu installer l'année dernière après la tentative de cambriolage chez les voisins. Le mode d'emploi était simple, synchronisé avec le téléphone, chargé à fond, collé sous le pare-choc ou le passage de roue. Je l'ai configuré le soir même pendant qu'elle était sous la douche. La petite LED est passée au vert quand ça a connecté. Comme ça, d'un coup, je pouvais suivre chacun de ses déplacements. Je ne l'ai pas posé tout de suite. J'ai attendu. J'ai pris mon temps. Je ne voulais pas agir comme un parano. Je voulais que ce soit propre. Réfléchi. 3 jours plus tard, elle est rentrée du boulot en catastrophe. Migraine, qu'elle disait. Direct canapé, télé allumée. Encore une émission de faits divers sur M6, un mari qui disparaît, la femme qui met 2 semaines à s'en rendre compte. Encore l'ironie. Pendant qu'elle était scotchée à l'épisode, je suis sorti dans le garage sous prétexte de vérifier le linge. J'ai ouvert la porte latérale, contourné sa Clio, me suis accroupi et j'ai collé le traceur derrière le passage de roue arrière. Ça a claqué comme un aimant sur de la tôle. Nickel. Je suis rentré 5 minutes après avec une feuille assouplissante à la main, histoire de faire crédible. Les jours suivants ont traîné comme du miel froid. Boulot. Réparation d'une pompe à chaleur à Beaumont.
Discussion avec les collègues sur le match de l'ASM. Sourire quand il fallait. Mais mes pensées revenaient sans cesse au traceur, à Cédric, à cette robe noire qu'elle ne mettait jamais pour moi. Puis le jeudi soir, Claire m'annonce qu'elle a pris un autre service. Encore samedi soir, dit-elle en se servant un verre de Côte-du-Rhône. Apparemment personne veut bosser le week-end de nos jours. Elle disait ça comme si c'était normal. Comme si elle rendait service. J'ai hoché la tête. J'ai dit que je regarderais peut-être un vieux film de guerre. Que je ferais peut-être griller une entrecôte si le temps tenait. Le samedi est arrivé comme un orage. Le matin elle s'est levée tôt, douche, cheveux, vêtements plus chics que pour un service normal. Quand je l'ai regardée par-dessus mon café, elle m'a souri, m'a embrassé le haut du crâne et a lancé « Ne m'attends pas ». Je n'en avais pas l'intention. Dès qu'elle est partie, j'ai ouvert l'appli du traceur. Le poing s'est mis à bouger vers l'est. Pas du tout vers la clinique de la Croix-Rousse. Direct vers Chamalières. À 21h12 Cédric m'a envoyé un texto. Elle est là. Une minute après, un autre. Même mec que l'autre fois. Plus proche. 2-3 photos prises. C'était tout. Juste ces mots. Mais ça m'a coupé le souffle. Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis dans le salon éteint, le bourdonnement du frigo dans le dos. J'ai fixé l'écran. J'ai regardé le point immobile sur la carte. J'imaginais leur rire, les verres de vin, la robe qui captait la lumière comme si elle était faite pour ça. Je n'étais pas encore en colère. Ça viendrait après. Ce soir-là, je n'ai ressenti qu'une grande immobilité. Comme si toute la maison s'était figée. Comme si le silence autour de moi était la seule chose encore honnête. J'ai attendu que le point bouge à nouveau au retour vers la ville, puis vers notre quartier. Vers 2h20 du matin, la porte d'entrée s'est ouverte. Elle est entrée sur la pointe des pieds, chaussures à la main, sac sur l'épaule, comme une ado qui rentre après le couvre-feu. J'étais assis sur la balancelle du perron, je faisais semblant de m'être endormi là. Oh chérie, elle a dit, surprise. T'aurais dû aller te coucher. C'était trop calme dedans, j'ai marmonné en clignant lentement, jouant le mec ensommeillé. J'ai préféré t'attendre. Elle a souri, m'a embrassé le front. T'es trop gentil. Toujours aussi gentil avec moi. J'ai juste souri en retour et je me suis frotté les yeux. Elle est entrée, a dit qu'elle était crevée. J'ai hoché la tête, j'ai attendu quelques minutes puis je suis rentré derrière elle. Elle avait déjà éteint le couloir et s'était enfermée dans la salle de bain. Je suis passé devant la porte de la chambre encore entr'ouverte et j'ai regardé l'intérieur. J'avais la poitrine lourde, pas de la colère, pas de la tristesse, juste de la fatigue. Pas celle qu'un somme répare. Celle qui s'installe dans les côtes, dans les os. Celle qui dit que ce en quoi tu croyais vient de s'effondrer tout seul. Le lendemain matin elle a fait le café et les œufs comme d'habitude. Elle m'a raconté que le service avait été interminable, que sa collègue Rachel avait failli tourner de l'œil, qu'ils avaient enchaîné 3 patients d'affilée sans respirer. J'ai souri, hoché la tête, versé du sirop d'érable sur mes pancakes et fait semblant d'écouter. Puis je me suis excusé, je suis sorti dans le garage avec mon téléphone et j'ai passé un coup de fil. Ça a sonné 2 fois. Clinique Sainte-Anne, Charlotte au planning, bonjour. Bonjour Charlotte, j'ai dit avec mon ton le plus poli. Je fais un contrôle croisé pour la CPAM sur quelques pointages de nuit, je voulais juste vérifier 2 dates pour une de vos infirmières. Bien sûr. Le nom? Claire Moreau. Silence. Quelques clics. Vous avez une période précise en tête? Oui, samedi dernier soir, et, cette nuit en fait. Nouveau silence. Puis elle est revenue. Elle a posé ces 2 nuits. Congés exceptionnels. Validé. Vous voulez que je vous envoie le récapitulatif? Non merci, c'est bon, j'ai coupé vite. C'était tout ce dont j'avais besoin. Merci beaucoup. De rien, bonne journée. J'ai raccroché et je suis resté planté dans le garage, le téléphone dans la main comme un pavé. Voilà. Noir sur blanc dans son dossier, congé. Pas d'heure sup. Pas d'urgence. Pas de « on manque de monde ». Juste congé perso. 2 fois en 2 semaines. J'ai rouvert les photos de Cédric. Flou, mauvaise lumière, mais c'était bien elle. Même robe noire.
Main sur l'épaule du mec. Tête rejetée en arrière en train de rire. Sa main à lui très bas sur sa taille. Je n'avais pas besoin de photos parfaites. Pas besoin d'un enregistrement. Les pièces s'étaient toutes assemblées. Elle mentait. Pas une fois. Pas deux. Sans doute depuis des semaines. Peut-être des mois. Et elle était douée. Vraiment douée. Jamais un tremblement. Jamais une hésitation. Elle me tenait la main le matin et me souriait par-dessus les pancakes en me racontant ses nuits de garde épuisantes. C'est là que quelque chose a changé en moi. Pas de la rage. Pas de chagrin. Juste du froid. Comme si j'étais entré pieds nus dans une chambre froide et que je n'avais aucune envie d'en sortir. Je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas confronté. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas d'assiette cassée. Ça c'est pour ceux qui veulent des excuses ou une explication. Moi j'étais déjà ailleurs. Je l'ai regardé différemment après ça. Comme on regarde une inconnue qui porte la peau de ta femme. Chaque câlin, chaque blague, chaque petite conversation je pesais tout. Je me demandais combien de fois elle m'avait menti en face. Je l'observais. Je voyais comment elle adaptait ses histoires selon le jour. Je voyais le petit temps de retard quand elle regardait son téléphone dès que j'entrais dans la pièce. Toutes ces petites choses que j'avais toujours laissées passer brillaient maintenant comme des voyants rouges sur un tableau de bord. Et pourtant je n'ai rien dit. Parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. J'étais déjà en train de préparer la suite. Le lendemain matin, j'étais assis dans mon utilitaire, moteur coupé, téléphone en main. Je n'ai pas mis les pieds au boulot. Je suis resté là, à regarder le soleil glisser sur le tableau de bord, à laisser les heures défiler pendant que je fixais un nom sur l'écran. Cabinet d'avocat au maître Julien Lemaire, droit de la famille. Un pote s'en était servi pour son divorce il y a 2 ans. Il m'avait dit que c'était un mec discret, malin, qui ne laissait rien passer. Il avait l'air plus prof de compta que d'avocat aux chemises repassées, cravate un peu ringarde, lunettes toujours un peu sales. Mais quand ça chauffait, c'était lui qui faisait sortir mon pote avec sa dignité et son camion encore à son nom. C'était exactement le genre de personne dont j'avais besoin. J'ai appelé. Cabinet Lemaire, Sophie à l'accueil. J'ai raclé la gorge. Bonjour. Je suis pas prêt à déposer quoi que ce soit, mais j'aimerais parler des options. Ce qu'il faut préparer si les choses ne vont plus dans un couple. Elle n'a même pas tiqué. On sentait qu'elle avait déjà reçu 100 fois le même coup de fil. Bien sûr. Je peux vous prendre un rendez-vous avec Maître Lemaire cet après-midi à 14h20 si ça vous convient. Oui. Ça me va. Le cabinet était dans un immeuble en briques assez triste, juste en face d'une teinturerie et d'un bureau de tabac. On passait devant sans le voir. À l'intérieur ça sentait le tonneur et les vieux dossiers. L'odeur des gens qui sont là depuis longtemps et qui en ont vu d'autres. Julien Lemaire ressemblait exactement à ce que j'imaginais. Cheveux fins, lunettes qui glissaient, cravate nouée depuis la veille. Mais sa poignée de main était franche et il ne clignait presque jamais des yeux pendant que je racontais. Je ne lui ai pas tout dit juste assez. Ma femme prend des jours de congé, j'ai commencé doucement, même si on était porte fermée. Elle me dit qu'elle fait des nuits. J'ai des raisons de penser que c'est faux. Et un ami l'a vue 2 fois dans une soirée privée, avec un autre homme. Il a hoché la tête comme s'il regardait quelqu'un réparer un circuit électrique. Sans jugement. Juste concentré. Je n'ai rien dit à ma femme. J'ai quelques photos, des relevés GPS. Rien de spectaculaire, mais assez pour voir un schéma. Il a joint les mains, s'est calé dans son fauteuil. Vous êtes déjà bien plus en avance que la plupart des gens que je reçois. Je veux pas que ça explose, j'ai dit. Pas de bordel. Je veux juste savoir quoi faire avant d'agir. Il a hoché la tête encore une fois. Commencez à tout archiver, il m'a dit. Copie des comptes joints, facture EDF, titre de propriété, assurance, relevé bancaire. Faites des captures d'écran de tout ce qui compte. Sauvegardez vos documents perso aux déclarations d'impôts, fiches de paie, crédit. Si vous avez un testament ou des comptes avec son nom, notez-le. Protégez votre numéro de sécu, votre crédit. Et surtout, sous aucun prétexte, laissez-la deviner ce que vous faites. J'ai hoché la tête lentement. Vous pensez à partir ? Il a demandé. À terme, oui.
Je vais pas rester me faire mentir tous les week-ends. Il s'est penché et a tapoté son carnet. Trouver un logement. Dites rien à personne. Ni amis, ni voisins. Moins il y a de gens au courant, mieux c'est. J'ai trouvé l'appartement 3 jours plus tard. Un petit 2 pièces à Montferrand, dans une impasse calme près de l'église Saint-Pierre et d'un coiffeur qui avait encore le vrai enseigne de barbier. Pas de mur mitoyen. Pas de proprio qui pose des questions. Juste une petite terrasse, une place de parking, et assez de place pour mes affaires. Le parquet grinçait un peu, le robinet de l'évier chantait quand on ouvrait trop fort, mais ça me plaisait. Ça ne ressemblait pas encore à une maison, mais ça n'avait pas besoin. Ça ressemblait à moi. J'ai commencé doucement. D'abord les outils. Claire ne les comptait jamais. Mes coffrets à clés, perceuses, cliquets, et ma vieille caisse métallique avec les initiales de mon père gravées au cutter. Personne ne remarque quand quelques outils disparaissent du garage. Ensuite les albums photos. Je lui ai dit que je voulais les numériser avant qu'ils jaunissent trop. J'en ai scanné une partie, puis j'ai discrètement mis le reste dans des cartons que j'ai emportés à l'appart un mercredi pendant qu'elle faisait une garde. Puis les petites choses. 2-3 chemises au fond du placard. Une paire de pompes d'hiver. Le vieux sac militaire vert avec mes écussons où elle ne l'ouvrait jamais. Tout en subtilité. Morceau par morceau, comme si je creusais un tunnel sous un mur, en planquant la terre sous le lit et en sifflotant. Chaque fois qu'elle m'embrassait avant de partir avec le manteau que je lui avais offert à Noël dernier, je souriais. Je l'aidais parfois à porter son sac jusqu'à la voiture. Je faisais coucou depuis le perron comme le mari aimant qu'elle croyait encore avoir. Pendant ce temps-là, je transférais de l'argent. J'ai ouvert un compte à la Banque Populaire, pas loin du boulot. Rien de clinquant. Pas de carte liée, pas d'accès Internet sur nos appareils communs. Juste un petit compte où je glissais 200 € chaque semaine depuis le compte joint. Assez discret pour ne pas déclencher d'alerte, pas assez pour être remarqué. Dans ma tête je l'appelais, le seau de secours. J'ai arrêté d'utiliser la carte bleue commune. J'ai payé en liquide ou avec ma carte perso. J'ai même recommencé à emmener ma gamelle au boulot au lieu d'acheter des sandwichs, ça faisait des économies en plus. À la maison, rien n'avait changé. On regardait des séries sur le canapé. Elle me demandait comment s'était passée ma journée. Je faisais à manger 2-3 soirs par semaine et on parlait de ses collègues des prénoms que je commençais à comprendre qu'elle inventait ou qu'elle arrangeait. Elle n'avait aucune idée. Je le voyais dans ses yeux chaque fois qu'elle me souriait. Ce sourire qui avant voulait dire quelque chose. Maintenant il ressemblait à un rideau tiré devant une pièce déjà vide. Un soir elle m'a dit qu'elle m'appréciait. Que j'étais patient, fiable, rassurant. J'ai hoché la tête, je l'ai embrassée sur le front et j'ai pensé, c'est bien ça le problème, non? Elle voulait des étincelles. Du drame. Des rendez-vous clandestins avec un mec en costard qui lui disait probablement qu'elle méritait mieux que cette vie tranquille. Et moi? J'étais toujours là, en silence, en train de soulever les lattes du parquet, d'empiler des cartons qu'elle ne voyait pas, de compter les jours avec la patience d'un homme qui n'a pas besoin de spectacle juste d'une sortie propre. Et j'étais loin d'avoir fini. Le matin où j'ai disparu a commencé comme les autres. Café sur la plaque, lumière rasante à travers les stores de la cuisine, le chien couché sous la table comme s'il était chez lui. Claire était encore au lit, probablement épuisée par une autre garde interminable. Ses mots, pas les miens. J'étais assis au comptoir en silence, les mains autour d'une tasse ébréchée, le cœur calme comme une pierre. Tout était déjà parti. J'avais fait le dernier voyage la veille au soir, mes bonnes chaussures, ma trousse de toilette, le classeur avec tous les papiers que maître Lemaire m'avait dit de rassembler. Acte de naissance, passeport, copie des comptes communs, sauvegarde des anciennes déclarations d'impôts, même la garantie de la toiture refaite 3 ans plus tôt. Tout était rangé dans une boîte inifugée glissée sous le siège passager de l'utilitaire. J'avais préparé ça depuis des semaines. Geste mesuré, pas de mouvement inutile. Et maintenant, il ne restait plus rien dans cette maison dont j'avais besoin. Sauf le chien. Je lui ai gratté derrière les oreilles, comme toujours. Il m'a regardé, a remué la queue une fois, puis a reposé la tête comme s'il avait compris. C'était la seule âme de cette maison qui ne m'avait pas menti. Quand Claire est descendue en peignoir, l'utilitaire était déjà en train de chauffer dans l'allée. Tu pars tôt, elle a demandé, encore à moitié endormie. Ouais, j'ai répondu en rinçant la tasse.
Journée longue. Gros chantier. Elle a hoché la tête, a repoussé une mèche derrière son oreille. Tu veux que je te prépare un truc? Non, je prendrai quelque chose en route. Elle m'a embrassé la joue et m'a dit qu'elle rentrerait sans doute tard. Histoire de former une nouvelle. Ne m'attends pas, elle a ajouté avec ce petit sourire fatigué qu'elle sortait quand elle voulait que je pose moins de questions. Je n'en avais pas l'intention. Il était presque minuit quand je suis revenu dans l'allée. Je n'ai pas allumé les phares. Je ne voulais pas la réveiller ou peut-être que je ne voulais simplement pas revoir la maison en couleur une dernière fois. Le quartier était silencieux. Lumière de perron éteinte, juste le chant des grillons et le grondement lointain d'un camion sur la 71. J'ai ouvert la porte d'entrée avec ma clé une dernière fois et je suis entré dans la maison que j'avais aidé à faire vivre. Pas construit au sens propre, je ne suis pas maçon mais j'avais rebouché des murs, réparé des fuites, changé des prises, repeint le salon 2 fois. Toutes ces petites choses que font les maris, pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce que c'est à eux. Maintenant, ça ne l'était plus. Je suis resté une minute dans l'entrée, juste à respirer. L'odeur de son shampoing qui flottait encore. Le tic-tac de la vieille horloge murale. Cette photo encadrée sur le guéridon de l'escalier où elle en robe bleu pétrole, moi en costard que je n'avais plus mis depuis. Je ne l'ai pas prise. Je n'en voulais pas. Je suis allé dans la cuisine et je me suis arrêté devant la table. Elle était propre où elle avait dû l'essuyer avant de monter se coucher. Sa tasse du matin était déjà sortie, juste à côté de son agenda. Elle notait toujours tout à la main. Stylo de couleur, post-it fluo pour les rappels. Sans doute une autre histoire inventée pour demain. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de mon blouson et j'ai sorti mon alliance. Elle était froide, même après avoir passé la journée contre moi. Je l'ai posée bien au centre de la table, pas de mots, pas d'explication. Juste l'alliance. C'était tout ce qu'elle aurait de moi. Elle était là comme un clou planté dans le bois. Définitive. Immobile. Je suis allé à la porte de derrière et j'ai sifflé doucement. Le chien est arrivé en trottinant, collier qui tintait, queue qui battait comme pour une promenade de minuit. Il m'a suivi sans hésiter. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai refermé la porte à clé pour la dernière fois. L'utilitaire était déjà chargé. Sac dans l'habitacle arrière, caisse à outils arrimée, boîte inifugée dessous. Tout ce que j'avais pris petit à petit pendant un mois était maintenant réuni. Je suis monté, j'ai démarré, et j'ai descendu la rue Phares éteints jusqu'au bout de l'impasse. Là j'ai allumé les phares et j'ai roulé dans le brouillard du petit matin. Je n'ai même pas regardé dans le rétro. Le téléphone ensuite. Je me suis arrêté à la station Total sur la Rocade, j'ai sorti la carte SIM, je l'ai cassée en deux et je l'ai jetée dans la poubelle à côté d'un sandwich entamé et de pots de glace fondue. Le téléphone lui-même est allé dans la boîte à gants, écran noir. Plus de géoloc, plus d'appels, plus de messages. Fini. J'étais un fantôme avant même qu'elle s'en rende compte. Le trajet jusqu'à l'appartement ressemblait à une lévitation. Le monde autour de moi était calme, comme s'il n'avait pas encore décidé de se réveiller. Même le ciel semblait retenir son souffle au gris, bas, lourd. Comme si quelque chose allait craquer. Mais moi je me sentais plus léger que depuis des mois. Quand je me suis garé derrière l'immeuble, les cloches de l'église ont sonné 4 heures. La lumière du coiffeur tournait lentement sous le réverbère jaune, projetant des ombres à l'ancienne sur le trottoir. Je suis descendu, j'ai fait le tour, j'ai ouvert la portière passager et j'ai laissé sortir le chien. Il a reniflé l'air, a regardé autour de lui, puis m'a suivi dans l'escalier comme s'il avait toujours vécu ici. À l'intérieur, l'appartement sentait la peinture fraîche et la sûre. Je n'avais pas encore beaucoup meublé, juste un sommier, une table et un vieux fauteuil défoncé acheté 20 € sur le bon coin. L'essentiel. J'ai rempli la gamelle du chien et j'ai posé son panier près de la porte-fenêtre qui donnait sur le minuscule balcon. Puis je suis resté longtemps debout au milieu de la pièce, sans bouger. Le silence n'était pas lourd comme à la maison. Celui-là avait de l'espace. Il respirait. J'ai pris la couverture sur le fauteuil, je m'en suis enveloppé les épaules. Je me suis assis, j'ai basculé en arrière et j'ai écouté. Pas de mensonges. Pas de services inventés. Pas de parfum qui n'avait rien à faire là. Juste moi, le chien, et le ronronnement tranquille d'un frigo qui ne m'avait jamais trahi. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas brisé non plus. Je me sentais juste, terminé.
Claire n'a pas réalisé tout de suite que j'étais parti. Je pense que ça lui est tombé dessus vers la fin de matinée ou peut-être en se servant son premier café sans entendre le collier du chien, ou peut-être en voyant l'alliance posée là, au milieu de la table, comme un petit monument glacé. Peu importe comment, je n'étais pas là pour le voir. Et c'était le but. Ce que je sais, c'est qu'à midi elle a commencé à téléphoner partout. D'abord sur mon portable. Messagerie directe. Plusieurs fois. Elle a dû se dire que la batterie était morte ou que j'avais oublié de le rallumer après le boulot. Ensuite elle a appelé le dépôt. J'ai su plus tard qu'elle avait laissé 4 messages à l'accueil et qu'on l'avait passé à mon chef qui lui a dit que je n'étais pas venu ce jour-là. Ni la veille. Et que j'avais rendu ma démission 2 semaines plus tôt. C'est là qu'elle a dû comprendre que ce n'était pas juste une balade pour me calmer ou une dispute qu'elle n'avait pas vu venir. Elle a appelé mon frère ensuite. Il n'a pas répondu. Je l'avais prévenu une semaine avant, je lui avais dit de ne pas se mêler. Il m'avait répondu, « T'inquiète, je fais l'idiot. C'est pas compliqué. » On n'avait pas toujours été très proches, mais quand il fallait, il était là comme il fallait. Puis elle a contacté un ancien pote de régiment qui vit maintenant à Marseille. Il m'a envoyé un message pour me prévenir. « Ta femme te cherche partout. » Je lui ai dit que je n'avais pas de tes nouvelles depuis des mois. Elle avait l'air complètement paniquée. J'ai marqué une seconde d'arrêt pas parce que j'étais triste, mais parce que ça confirmait ce que je savais déjà. Elle ne pensait pas que je partirais un jour. Elle pensait que j'encaisserais. Que je pardonnerais. Que je ferais semblant de rien voir. Que je continuerais à faire tourner la maison, à laver le camion, à garder la tête baissée et les mains occupées, comme toujours. Elle s'est trompée. Ma mère aussi m'a raconté. Claire s'est pointée chez elle 3 jours après ma disparition. Avec des muffins industriels et des larmes. « Vous avez des nouvelles de lui ?» elle a demandé, la voix cassée. Ma mère, bénie soit-elle, lui a répondu cash, « S'il voulait que tu saches où il est, il te l'aurait dit. » Puis elle a fermé la porte. Je m'attendais à ce qu'elle finisse par aller voir Cédric au bar. Cédric a joué la montre. Il lui a dit qu'il n'avait vu personne correspondant à la description. Elle est repartie bredouille. Sans réponse. Sans se douter que le barman à qui elle venait de parler était celui qui avait pris les photos qui avaient tout déclenché. Mais ce n'était pas fini. La semaine suivante, elle s'est pointée directement chez Cédric. Il m'a texté après. Elle a trouvé mon adresse je sais pas comment. Elle a tambouriné à la porte 5 minutes. Elle a demandé où t'étais. Elle a pleuré un peu. Puis elle s'est énervée. Je lui ai demandé ce qu'il lui avait répondu. Sa réponse est arrivée vite. Je lui ai dit la vérité. S'il voulait que tu le trouves, tu l'aurais déjà trouvé. Puis j'ai fermé la porte. C'était la dernière fois qu'il m'en a parlé. Elle n'est jamais revenue. Je l'imaginais cette nuit-là, assise dans sa voiture devant chez lui, en train de se demander comment elle en était arrivée là à courir après des ombres sans aucune piste. Et je n'avais pas pitié d'elle. Pas une seconde. Pas après tous les services bidons, toutes les nuits où elle partait avec un parfum qu'elle ne mettait jamais pour moi. Pas après avoir menti en face avec cette même voix qu'elle utilisait pour me dire « je t'aime ». Elle pensait avoir du temps. Elle pensait maîtriser la situation. Elle s'est trompée. 3 semaines plus tard, elle a reçu les papiers. Je m'étais arrangé pour que ce soit fait proprement en pas de mail, pas de traces numériques. Juste une enveloppe blanche classique, remise en main propre par un coursier de Clermont. J'avais payé un supplément pour être sûr que ça arrive quand elle serait à la maison. Dedans, pas de chichi. Pas de cri sur papier. Juste l'assignation en divorce, notarié, net. Et un petit mot. Écrit à la main. Plié en 2, sans enveloppe. Juste une phrase. Ce n'est pas où tu es allé. C'est avec qui tu as choisi d'y être. C'était tout. Pas de menace. Pas d'explication. Pas de question. Juste la vérité, posée là, sans bavure. Je savais qu'elle la lirait plusieurs fois. Je l'imaginais debout devant la table de la cuisine, à relire ces mots pendant que l'alliance brillait juste là, sous la suspension. À se demander ce que je savais exactement, depuis quand je regardais, depuis quand j'attendais. Et à comprendre, à ce moment-là, que je n'avais pas simplement disparu. J'avais choisi. Je n'ai pas précipité le divorce. 6 mois ont passé avant que ça bouge.
Je voulais qu'elle reste d'abord dans le silence que j'avais laissé. Pas de message. Pas d'appel. Pas de fermeture. Juste des vides là où il y avait eu des conversations, et une alliance sur la table pour lui rappeler qui était parti en premier. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a sans doute cru que je finirais par revenir, ou que faire l'autruche lui ferait gagner du temps. Ou peut-être qu'elle pensait que rester muette lui laisserait le temps de nettoyer le bazar qu'elle s'était créé. Peu importe. L'attente faisait partie du plan. Pendant ces mois-là, j'ai tout mis en ordre. Julien, mon avocat, était une machine. Toujours impeccable, un dossier sous le bras et un stylo derrière l'oreille comme un artisan. Il ne posait des questions perso que quand ça servait le dossier. Jamais de compassion, juste des consignes. Gardez les logs GPS originaux sur un disque externe, m'avait-il dit. On apportera les versions imprimées au tribunal. Les photos aussi. Horodatées. Ne touchez à rien. On veut les données brutes. J'ai suivi ses conseils à la lettre. J'avais même un double du dossier dans un coffre à la banque, au cas où. Je ne prenais aucun risque pas après ce que j'avais déjà vu. Puis un matin de fin mai, Julien m'a appelé. Elle a enfin pris un avocat, m'a-t-il dit. Ils ont déposé une réponse préliminaire. J'étais sur la petite terrasse de l'appart, café à la main, chien à mes pieds. Le soleil montait doucement, l'air avait cette vibration chaude du printemps qui s'installe. Je me souviens avoir pensé, elle a mis le temps. On commence quand, j'ai demandé. Julien a eu ce petit rire sec que font les avocats quand ils connaissent la fin avant même le début. On a déjà commencé. La première rencontre n'était pas au tribunal, c'était une médiation. Terrain neutre. 4 chaises autour d'une table, des carafes d'eau que personne n'a touchées. Son avocat était en face de Julien, Claire à côté de lui, habillée comme pour aller à la messe. Cheveux soignés, boucles d'oreilles discrètes, chemisier rose poudré, celui qu'elle mettait quand elle voulait passer pour inoffensive. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Elle tripotait ses mains et fixait les documents. Quand elle a enfin levé les yeux vers moi, je ne lui ai rien donné. Pas d'expression. Pas de reconnaissance. Je l'ai regardée comme on regarde quelqu'un qui essaie de passer devant tout le monde à la poste. Son avocat a commencé par un speech qui sentait le texte appris par cœur. Ma cliente est très perturbée par la dissolution soudaine de son mariage. Elle n'a pas pu joindre Monsieur Moreau et ne comprend pas les raisons de cet abandon. J'ai failli rire. Abandon. Julien n'a pas bougé un cil. Il a simplement ouvert sa serviette et a fait glisser un dossier sur la table comme s'il passait la carte des desserts. Voici les raisons, il a dit, calme comme un lac sans vent. L'avocat a ouvert le dossier. Dedans, impression des relevés GPS, la Clio de Claire qui borne loin de la clinique pendant ses soi-disant nuits de garde. À côté, les photos prises par Cédric, toutes datées, légendées. Et enfin, les demandes de congé de son travail. Signées, datées, validées. Elle les a regardées. J'ai vu son visage essayer de rester neutre, mais sa bouche a tressailli une seule fois et ses doigts se sont crispés comme si elle retenait son souffle avec ses mains. L'avocat s'est raclé la gorge. Eh bien, ce sont effectivement des éléments préoccupants. Julien a hoché la tête, genre, oui. On est d'accord. Je vois que la demande de ma cliente n'était pas sans motif, a ajouté l'avocat, beaucoup plus petit maintenant. Nous avons demandé le divorce pour faute ou manquement grave au devoir du mariage, a dit Julien. Nous demandons également l'attribution préférentielle des principaux biens compte tenu de l'effort financier consenti par Monsieur Moreau durant la période concernée. L'avocat a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Claire n'a rien dit. Je n'ai pas ouvert la bouche non plus. Je n'avais jamais prévu de parler. Il n'y avait plus rien à dire. 2 mois plus tard, le juge a signé. L'audience n'a pas duré longtemps. Les preuves étaient posées là, claires. Mon salaire, la maison achetée avant notre mariage à mon nom seul, la retraite que j'avais constituée pendant 20 ans. Le camion, immatriculé et assuré bien avant qu'on se connaisse. Ses contributions à elle? Une Clio en leasing et un compte courant qui n'avait pas dépassé les 500 € depuis l'année dernière. Quand le marteau est tombé, je suis sorti avec la maison, le camion, ma retraite intacte et le chien. Claire a eu sa voiture en mensualité comprise et le petit appart qu'elle avait trouvé en périphérie, au-dessus d'une station-service avec un robinet qui goûtait et des murs en papier mâché. Je connaissais l'adresse parce qu'elle était dans le dossier du tribunal. Je n'y suis jamais allé.
Pas besoin. Elle n'a pas touché un centime de plus. Pas de prestation compensatoire. Pas d'indemnité. Pas de moitié de quoi que ce soit. C'était juste. Pas par vengeance. Pas par mesquinerie. Juste l'équilibre. Celui qui arrive quand la vérité rattrape enfin les mensonges. Je suis sorti du palais de justice et j'ai senti le premier vrai souffle d'air frais me tomber dessus comme une chemise propre un matin d'été. Pas de la joie, non. Juste de la clarté. Plus besoin de me cacher. Plus besoin de construire des sorties dans le noir. C'était fini. Sauf que je savais que ce n'était pas tout à fait terminé. À peine arrivé sur le parking, j'ai vu sa Clio sortir lentement, 3 voitures derrière moi. Elle pensait être discrète, mais je connais la façon dont les gens suivent quand ils ont la culpabilité au ventre. C'est l'hésitation qui les trahit trop près au feu, pas assez décidé dans les virages. Je ne l'ai pas ramenée chez moi. J'ai fait un détour par Castorama, j'ai traversé 2-3 quartiers et je me suis garé derrière une vieille station jusqu'à ce qu'elle lâche l'affaire. Elle est passée 2 fois devant avant d'abandonner. 2 jours plus tard, elle m'a quand même trouvé. Il était un peu plus de 7 heures. Je faisais cuire des œufs, le chien avait déjà mangé, la bouilloire sifflait. Ce calme du matin où la lumière est encore douce et où l'air sent la pluie de la nuit. J'ai entendu des pas sur le palier et j'ai cru que c'était le facteur qui passait tôt. Puis on a frappé. J'ai ouvert la porte, et c'était elle au clair. Debout exactement à l'endroit où je laissais la lumière extérieure allumée pour elle autrefois. Cheveux attachés. Sweat trop grand pour elle. Et un gobelet de café à la main, comme si on était dans une pub Nescafé. Elle m'a fait un petit sourire timide, comme si on reprenait là où on s'était arrêté, comme si 6 mois de silence, d'audience et de paperasse ne comptaient pour rien. Je peux entrer, elle a demandé. Non, j'ai répondu. Elle a cligné des yeux, surprise. Puis ses yeux se sont humidifiés. Les larmes n'ont pas coulé tout de suite, mais on les voyait faire la queue. J'ai merdé, elle a dit, la voix qui se casse. Je le sais. Je n'avais pas les idées claires. Je pensais que j'aurais le temps de réparer. Je n'ai rien dit. Je suis resté dans l'encadrement de la porte. Il me manque, nous, elle a continué. Tu me manques. J'ai fait une énorme connerie. Elle a avancé d'un demi-pas, tendant le café comme une offrande. Latte vanille, crème en plus haut celui que je lui ramenais parfois le samedi. Je n'en bois même pas. C'est là que je l'ai regardé bien en face et que j'ai lâché. Tu reviens encore une fois ici, Claire, et j'envoie tout le dossier à ton employeur et à ta mère. Les mots sont restés suspendus comme de la fumée. Elle s'est figée. La couleur a quitté son visage, sa bouche s'est entr'ouverte, mais rien n'est sorti. Puis elle a fait un tout petit signe de tête, comme si elle comprenait qu'elle se tenait au bord de quelque chose de définitif. Elle n'a pas dit au revoir. Elle n'a pas fait de scène. Elle s'est retournée, elle est descendue les marches et elle a disparu au bout de l'impasse, le café toujours dans la main. Je l'ai regardée partir. Puis j'ai fermé la porte. Tourné la clé. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai ouvert une bière fraîche du frigo, et je me suis assis à la table. Le chien a posé sa tête sur mon pied, comme d'habitude. Et j'ai laissé le silence être suffisant. Partagez votre opinion dans les commentaires, partir sans un mot cause-t-il plus de tort ou apporte-t-il plus de paix? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».